Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Dirigeants, quel choix pour l'organisation, adaptation et transformation dans le contexte actuel. Donc, je suis Claude, praticienne éléments humains. J'ai le plaisir d'être maître de cérémonie à l'occasion de ce séminaire aujourd'hui avec vous. Alors, je vous propose un bonjour général et je vais vous demander à Sophie qu'elle coupe tous les micros. Voilà, pour que ensemble on ouverture du micro. 4, 3, 2, 1. Là, on est 150. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ok, bravo pour ces bonjours qui donnent un ton convivial à l'élément humain et à l'humain. Alors, nous sommes 72 personnes, d'autres personnes vont nous rejoindre au fil de l'eau. Et je voulais donc vous présenter l'équipe qui a organisé ce séminaire avec moi. Donc, on a Sophie qui est en Belgique à la régie, qui va nous aiguiller sur les aspects techniques. On a Luc qui va s'occuper de la présentation. Voilà. Ensuite, on a Monique. Et l'organisation. Donc, au niveau règles de fonctionnement, très vite ensemble, un groupe WhatsApp a été créé au niveau technique avec Virginie de l'autre côté. Si vous avez un quelconque souci de connexion, de Wi-Fi, de sortie de salle et de rentrée de salle, vous adressez à Virginie pour bien vouloir vous aider. En ce qui concerne donc les micros, Sophie va faire le nécessaire pour couper les micros tout au long des interventions. Et vous aurez 2 séquences d'interactivité, de groupe de travail et une séquence en fin de séminaire pour pouvoir réagir et intervenir. Et là, donc, vous aurez la main sur vos micros. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions sur le chat tout au long du déroulé du webinaire. Et donc, je vous rappelle, les questions techniques, c'est le WhatsApp. Les questions vraiment de contenu, c'est le chat. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de réagir tout au long de ces interventions avec l'émoticône réaction sur votre barre en bas du Zoom pour soit le pouce levé, comme je le fais maintenant, pour dire « ouais, ça me plaît, c'est OK », ou si vous êtes enchanté, applaudir. Voilà. Et au moment des questions-réponses, donc vous allez dans le côté participant et vous pourrez, au niveau du participant, alors, tout d'abord, c'est parti, on démarre le séminaire, présentation de l'élément humain et ensuite de l'Association française des praticiens éléments humains. Alors, place à l'élément humain, essence et origine de l'élément humain. L'élément humain est un guide de développement du leadership et des équipes dédiées aux entreprises pour créer un environnement de travail humaniste, responsable et ouvert. Développé aux États-Unis par Will Schutz, docteur en psychologie et statisticien, c'est une méthode basée sur une pédagogie innovante, simple, efficace, utilisée aujourd'hui par les plus grandes organisations internationales et qui a pour finalité d'accroître la performance des organisations. L'élément humain est fondé sur 3 principes clés, la vérité, le choix, la conscience. L'élément humain France est géré par Anne-Monique Céleste en France. Et maintenant, je vais vous parler de l'Association française de praticiens éléments humains. C'est une association qui est un regroupement de praticiens éléments humains et qui a pour but de promouvoir la méthode en France, mais aussi de proposer des séminaires, des coachings, des conférences. Cette méthode est particulièrement puissante pour agir et piloter dans l'incertitude et la complexité de notre contexte actuel, tant de crise, tant de Covid. Du côté des dirigeants et dirigeantes, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Alors, nous avons l'honneur de recevoir Eliette Roux, dirigeante de l'expérience client de Cisco France et Europe du Sud. Elle est experte en management de projet dans l'aéronautique, Dassault Aviation, puis dans les ventes internationales chez Schneider Electric. Après 5 ans d'expatriation en Norvège, elle a été en charge chez Schneider Electric dans l'équipe de direction France du Customer Success Center, Customer Satisfaction and Quality, Training Institute, Excellence commerciale, Digital Operating Model, une équipe de 350 personnes. Aujourd'hui, Eliette s'affirme comme une femme engagée, brillante et experte de la relation client, représentante de l'expérience client au comité de direction de Cisco France. Alors Eliette, un témoignage de ce magnifique parcours et puis surtout la réponse à une question qui va être: quelle est la condition préalable à la transformation d'une entreprise dans ce contexte de crise? Bonsoir Claude, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous et à toutes. Alors pour ma part d'ailleurs, je viens de l'ouest de Paris et initialement je suis originaire de Martigues, donc je reconnais quelques-unes des villes qui ont été citées aujourd'hui. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai un parcours, on va dire, assez dense et j'en suis satisfaite parce que j'ai pu et j'ai eu l'occasion de faire de nombreux choix. Claude le dira sans doute, ou d'autres le diront, il n'y a jamais ni de bon ni de mauvais choix, mais à un moment, il faut effectivement prendre la décision de choisir. Et justement, dans ma vie professionnelle, sur mes 2 dernières expériences, c'est-à-dire mon expérience actuelle et celle que j'ai vécue auparavant, j'ai été dans des situations, on va dire, culturelles, d'entreprises plutôt différentes, à l'opposé l'une de l'autre. Et à un moment, j'ai été un peu comme dans le cas de ce qui vient de se dire dans le TEDx, dans une position où je me disais non, finalement, j'ai pas le choix, je ne peux que subir. Et dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'être en relation avec ma coach, Fabienne Vaillant d'ailleurs, qui est aujourd'hui dans cet event. Et ça m'a permis en fait de complètement repenser ma vie et les choix associés à ma vie, que ce soit à la fois personnel et professionnel. Et je dirais que pour la première fois dans mon expérience précédente de dirigeante, j'ai commencé à faire des choix pour moi dans un but bien précis qui est également ce qui a été cité, à savoir la quête du sens pour moi-même, pour ma famille, pour mes équipes et également, surtout, dans le cadre de mon travail, pour mes clients. Parce que d'un point de vue de mon entreprise, j'étais dans un poste qui était destiné à améliorer la satisfaction des clients et leur expérience. Et néanmoins, tous les jours, j'avais l'impression d'être paradoxalement à l'encontre de choix faits pour des clients. Donc, je peux vous dire avec le recul qu'au départ, j'étais dans un paradigme où je pensais que le choix venait avant tout de ce que l'entreprise décidait pour moi. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que la transformation à la fois de moi et puis de ce qui se passe autour est liée à un choix que j'ai fait à un moment dans ma vie. Et j'ai choisi de me reprogrammer, je pense que c'est le mot que je vais utiliser pour ce soir, de me reprogrammer dans ma façon de me voir, de me percevoir, de voir les autres, le monde, mon organisation, mon entreprise. Et c'est effectivement le jour où, du coup, où j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais le choix de pouvoir agir autrement, réagir autrement et construire quelque chose de différent pour moi-même et pour les autres. Donc, ce que je peux vous dire également, c'est que dans ce cadre-là, je me suis mis en phase avec mes valeurs. Je me suis rendu compte que je pouvais choisir d'ailleurs dans quel contexte je vivais de mes valeurs et je m'en rapprochais. Et ce contexte-là est essentiellement lié à la culture d'entreprise. Et donc, il se trouve que j'ai donc conclu que la façon de vivre au mieux mon choix en phase avec mes valeurs et être proche de moi-même, pouvoir me transformer, c'était aller dans un contexte qui était en phase avec ces valeurs-là. Et donc, à cette époque-là, dans le précédent rôle que j'occupais, je n'étais pas dans ce contexte et j'ai donc décidé de choisir, donc, de quitter mon entreprise et de rejoindre l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Cisco, dont je fais partie également du comité de direction. C'est une entreprise qui est, comme la précédente, très internationale, avec une culture qui est plutôt anglo-saxonne. Ça peut peut-être aider, on va dire, le contexte dans lequel je suis aujourd'hui.
Néanmoins, la principale caractéristique, c'est que les valeurs de l'entreprise sont proches de mes valeurs personnelles et vice-versa. Mes valeurs personnelles sont proches des valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a permis de faire ce choix de changement et également de me rapprocher de moi-même. Et depuis que je suis dans cette nouvelle entreprise Cisco, je suis constamment en capacité de choisir. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu mon rôle parce que c'est un rôle qui d'ailleurs est nouveau pour la plupart des grandes entreprises. C'est un rôle qui est autour de l'expérience du client et comment s'assurer que le client retire toute la valeur de ce qu'ils achètent et qu'il puisse justement finalement éprouver des émotions positives par rapport à leur expérience des produits, des services qu'on leur propose. Donc, pour rappel, Cisco, c'est le leader mondial de tout ce qui est la connectivité pour les entreprises et les utilisateurs. Donc, tout ce que vous avez derrière, la 5G, le Wi-Fi, etc. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de travailler aujourd'hui et de communiquer dans cet événement. Et dans ce cadre-là, j'ai rejoint une entreprise il y a un peu moins d'un an, dans un rôle qui n'existait pas, dans une organisation qui n'existait pas avant, avec une équipe qui n'existait pas et également des rôles dans cette équipe qui n'existaient pas. Et donc, ça peut sembler incroyable, hein, puisqu'avec Cisco, qui est une entreprise qui fait plus de 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, de se retrouver en mode start-up, on démarre quelque chose et on fait un choix sur la façon dont on va mener son rôle de dirigeant, de manager d'équipe et également sur le choix des personnes qui vont rejoindre cette équipe et la façon dont moi-même, en tant que contributeur, je me positionne et je me transforme. Ce qui était intéressant, c'est que les valeurs de Cisco et la culture m'ont laissé la possibilité de choisir, éventuellement d'ailleurs de me tromper, de faire des choix qui pourraient sembler être mauvais. Néanmoins, à un moment, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de décider. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une culture qui est transparente. On en reparlera un peu plus tard pendant l'événement, de cette culture transparente, du fait d'avoir de l'inclusion. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir des personnes dans cet environnement qui, au lieu de subir une transformation, comme j'ai eu le sentiment de l'avoir subi dans ma précédente entreprise, dans mon précédent rôle, d'être plutôt moteur de la transformation, le moteur étant soi-même, son propre choix vis-à-vis de la transformation, qui démarre tout simplement par la transformation de ce que l'on est. Et je dois donc on va dire, je vais partager avec vous le fait que moi-même, ainsi que la plupart des personnes qui constituent mon équipe, qui aujourd'hui est à la fois sur la France, mais également sur l'Europe du Sud, qui sont aujourd'hui les pays d'ailleurs les plus touchés par le Covid, sont des gens qui sont à différents stades de leur carrière. Hein. Donc, j'ai des gens qui sont dans la cinquantaine, d'autres personnes qui sont au début de la trentaine. Mais tous sont dans une phase de leur vie où ils se remettent en question, où ils ont décidé justement de rejoindre mon équipe pour des raisons qui sont la remise en question de soi, la transformation de soi, et comment justement être dans un environnement d'équipe et d'entreprise qui leur permet de vivre pleinement ce choix de transformation. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont engagées d'ailleurs dans beaucoup de services communautaires, à savoir que j'ai une équipe qui contribue beaucoup à des associations, qui contribue à des communautés en dehors du travail, où ils se sentent se réaliser en complément du travail qu'ils font chez Cisco. Et d'ailleurs, Cisco encourage ça, puisque donc avant le Covid, on avait la possibilité d'avoir 5 jours de congé uniquement pour donner son temps aux associations. Et maintenant, on a droit à 10 jours. Donc, vous comprenez bien que pour les gens qui veulent trouver un sens à ce qu'ils font, c'est vraiment très intéressant. Et à nouveau, je répète, ça correspond à un choix de transformation. Mon équipe est là pour leader un changement, pour insuffler une nouvelle dynamique. Et donc, le fait que ça démarre par soi en tant qu'individu et que l'on ait la capacité de se remettre en question tous les jours, que ce soit accepté, qu'on ait également la volonté, l'envie et le courage d'apprendre tous les jours, voire de désapprendre tous les jours certaines choses, certains automatismes, c'est quelque chose qui est très important et qui, de mon point de vue, est essentiel par les temps qui courent et également dans le futur, on va dire proche, voire lointain, dans nos contextes d'entreprise sur lesquels on va dire, les évidences
ne le sont plus du tout et où on doit justement avoir des collaborateurs engagés dans une mission dans laquelle ils trouvent tout leur sens. Claude, je vois que je me rapproche de la fin de mon intervention, donc je voulais juste vérifier avec toi s'il y avait éventuellement d'autres points que tu souhaitais que j'aborde en introduction. Non, nous sommes tout à fait dans la cohérence de notre déroulé. Alors, merci infiniment, Eliette, d'être là et pour ce témoignage très émouvant et très aligné par rapport justement aux valeurs de l'élément humain. Moi, j'ai retenu transformation de soi tout d'abord, avant d'aller vers la transformation des équipes. J'ai beaucoup aimé la façon de me programmer, construire quelque chose de différent. Et en mode start-up, et les évidences que nous avions ne le sont plus du tout. Merci donc pour ces points clés et ce témoignage. Alors, nous te retrouverons tout à l'heure, un peu plus tard dans le webinaire. Merci. Et donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième intervention. Et donc, l'intervention de Flavienne. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir aussi de présenter Flavienne. Flavienne, qui es-tu ? Alors, je suis celui qui est, je suis ce que je suis. Quelle formidable entrée en matière quand j'interviewe Flavienne. Vous l'avez compris, nous savons à qui nous avons affaire. Flavienne se définit comme une pèlerine qui marche orientée et centrée et comme une jardinière de l'humain. Alors, elle travaille le terreau pour que les organisations soient fertiles. Les 3 mots-clés de Flavienne, chercheuse, pragmatique et subtile. Elle allie avec subtilité les polarités opposées, mais aussi l'action et l'intériorité, le pragmatisme et le subtil, le sérieux et l'humour. Alors, messieurs les dirigeants, les praticiens, les entrepreneurs que vous êtes, consultants, coachs, choisir dans ce contexte, attendre ou avancer, de quoi vous éclairer avec Flavienne Sapali, coach et praticienne éléments humains. À toi, Flavienne. Merci à toi. Écoute, moi, vous m'avez demandé, suite à un article que j'avais écrit, de témoigner un peu sur mes observations. Donc, on est maintenant à l'approche du déconfinement avec une date qui est fixée et qui permet à un certain nombre d'organisations de se projeter. Et du coup, avec les projections possibles, arrivent les questions. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on ne change pas ? Voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de donner de réponse, mais simplement quelques repères ou quelques métaphores de ce qui peut nous éclairer dans cette période qui est très particulière. Donc, déjà, si on peut parler un peu de ce qui se dit dans ce contexte, on est sorti de la phase de crise. Donc, la crise, et encore, certains y sont encore, c'est ce choc brutal, ce moment un peu comme une panne où tout s'arrête, où quelque chose d'inattendu survient. Et dans ces moments-là, en général, au niveau des prises de décision et des choix, ce qui va se mettre en route, c'est notre cerveau archaïque, c'est les peurs, c'est les instincts de survie, c'est la sécurité. On a vu que beaucoup d'entreprises ont su faire des choix pour mobiliser tout ce qu'il fallait faire pour les salariés, pour le chômage partiel, etc. On entre probablement dans une étape un peu plus, qui est aussi difficile, mais qui est différente, qu'on appelle le chaos. Alors, étymologiquement, en hébreu, la crise, ça veut dire la salle d'accouchement. Et le chaos, ça signifie, ça c'est en grec, avant la création du monde. Et le chaos, c'est un moment où on a à la fois de l'incertitude et de l'instable. Et là, je crois que vraiment, on va vivre ça pendant un certain temps, on ne sait pas combien de temps, mais on n'a pas de repères extérieurs. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut en attendre des repères très précis. On vit vraiment l'incertain et l'instable. Et du coup, pour autant, il va falloir faire des choix, c'est-à-dire il va y avoir des directions à prendre, des renoncements à faire, des créations à oser. Donc, de toute façon, qu'il s'agisse de la crise ou du chaos, on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et que c'est un passage. Donc, cette notion de passage est importante parce que dans un passage, il y a toujours 2 forces qui viennent s'opposer. Il y a un mouvement qui vient désirer un futur et beaucoup de gens rêvent de ça et en parlent. Et en même temps, il y aura toujours un mouvement qui a aussi envie de ne pas quitter et de rester en arrière. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie dans le plan systémique.
Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir, voilà, va-t-on sortir de cette homéostasie ou pas? Et comment, surtout, le fait que nous sommes aujourd'hui tous dans cette situation est interdépendant, c'est-à-dire que les décisions des uns vont impacter les autres. Si vos clients ne peuvent pas vous payer, ça va avoir des conséquences pour vous et ça aura des conséquences sur vos fournisseurs. Il y a une notion un peu exceptionnelle de co-responsabilité actuellement dans nos choix et dans nos prises de décision. Parce que sinon, c'est un grand jeu de dominos. Alors, l'idée en disant ça, c'est pas du tout de nous culpabiliser. Hein. Je dirais même que c'est le moment d'être très humble et très dans la solidarité les uns avec les autres. Ça dure pour tout le monde. Chacun va certainement faire de son mieux. Et c'est pas le moment de chercher à faire comme tout le monde. Comme le disait très bien Eliette, il va y avoir vraiment quelque chose à regarder au niveau individuel d'abord, puis collectif. Donc, il y a un psychiatre et médecin, Viktor Frankl, qui propose une citation qui m'a plutôt inspirée, qui dit « Finalement, entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve le pouvoir de choisir notre réponse. Et de notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Donc, au fond, Viktor Frankl nous propose ici de dire d'avant de choisir, est-ce que vous êtes prêt à occuper cet espace? Il y a un espace qui est un espace où chacun va pouvoir regarder ce qu'il a envie de choisir. Sinon, le risque, c'est que ce soit nos conditionnements, nos habitudes, nos peurs, nos il faut, nos je dois, nos j'ai pas le choix qui vont prendre le dessus. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans le mouvement un peu extérieur, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui avancent, qui s'organisent, qui structurent. Là-dedans, on en a qui avancent en ayant pris ce temps et cet espace. Et il y en a qui avancent avec beaucoup d'agitation. Ils avancent, ils reculent, ils s'arrêtent, ils prennent des opportunités, ils freinent, etc. Et dans ce même contexte, on a aussi des gens qui attendent. Et dans ceux qui attendent, il y a ceux qui attendent parce qu'ils attendent de voir où va le vent, dans une forme de recul et d'attente saine pour diriger leur propre vie et savoir comment ils ont envie d'aller. Il y en a aussi qui attendent par peur. Donc, au fond, la question, c'est pas avancer, c'est bien, ou attendre, c'est mal. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme disait Eliette. Mais Jacques-Antoine Malarivich, qui est un systémicien, nous dit quelle est la réponse que je peux et quelle est la décision que je peux assumer? Et est-ce que j'ai assez d'informations pour prendre cette décision? Et quand je parle de prendre des décisions, souvent on peut avoir en tête des grands choix ou des grandes décisions pour sa vie. Bien sûr que ça peut être le cas, Eliette en est un exemple. Mais je voudrais citer Guillaume, qui est un dirigeant du bâtiment que j'accompagne et qui est donc dans le secteur du bâtiment. Lui est déjà très endetté, il n'a plus que 2 mois de trésorerie devant lui. Il a des salariés, il a une famille à charge, il a des impayés. Donc, il est vraiment dans un mode actuellement de survie. Hein. Donc, il a pris la décision de reprendre cette semaine et de remettre ses ouvriers sur le chantier. Simplement, parce qu'il a occupé cet espace, il a pris la décision de changer quelque chose dans sa relation avec ses clients. C'est-à-dire qu'une des raisons qui était difficile dans son métier, c'est qu'il ne contractualisait pas assez au démarrage. Il ne savait pas dire non à des demandes en plus. Il ne posait pas les acomptes suffisamment fermement. Et cette décision-là qu'il prend pour lui de changer sa relation à ses clients est quelque chose qui n'impacte pas que lui. Ça va impacter toute la chaîne parce que c'est toute une série de pressions qui étaient liées à sa façon de fonctionner. Donc nos choix et nos décisions peuvent commencer par là. J'ai aussi l'exemple d'un cabinet RH, un membre d'un cabinet RH dont le patron a décidé, compte tenu qu'il y a une fenêtre d'opportunité là de faire de la digitalisation de formation, de mettre tout le monde à la digitalisation de formation. Seulement cette personne-là, donc tout le monde est archi-booké, ils sont à fond, mais on ne s'est pas posé la question de savoir si ça plaisait aux salariés, si c'était la vocation de l'entreprise. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais on voit bien que dans ces 2 cas, il y a est-ce que l'espace est occupé ou pas? Et qui va prendre la décision? Quelle est la partie qui va prendre la décision? La part opportuniste, la part qui est plutôt dans ses peurs, la part qui est plutôt pleine de recul et de sagesse. Voilà, il y a différentes parties de nous qui vont prendre des décisions. Donc, juste occuper l'espace et se poser cette question, qui la prend, cette décision? Alors, pour regarder ce qui se passe dans le passage, on a beaucoup de choses qui viennent
qui pourraient être utilisées. Moi, j'ai pris les métaphores de la nature. La nature souvent nous enseigne. Et là, il y a plein de choses dans la nature qui nous enseignent, mais notamment si on regarde les saisons. Les saisons sont un mouvement immuable. Il y a quelque chose chez l'humain qui voudrait être toujours en été. Mais les saisons, c'est un mouvement immuable de la vie. Et si on veut un printemps pour notre société et notre avenir, eh bien, il n'y a pas de printemps sans passer par un hiver. Et le printemps, qui est cette saison où peut-être on a envie de prendre soin, de semer des choses nouvelles, de prendre soin de petites graines, nécessite un hiver, c'est-à-dire un temps où les choses vont vraiment se décomposer dans la terre. L'hiver, c'est un peu le non-agir au sens shintoïste du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se voit à l'extérieur, mais pourtant ça bouge à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, l'humus se décompose, parce qu'à l'intérieur, des choses retrouvent leurs racines profondes et reviennent à l'essentiel. Donc voilà, il n'y aura pas de printemps sans passer par les hivers. Peut-être que certaines organisations aussi ont été arrêtées en plein été, c'est-à-dire qu'elles étaient dans l'abondance, c'était fructueux. On peut tout à fait imaginer que ces organisations ont l'espoir de retourner à l'abondance. Et en même temps, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et potentiellement, il faudra passer dans une saison d'automne. L'été, c'est vraiment le moment où on recueille les fruits, mais l'automne, c'est le moment où on va choisir ce qu'il faut laisser au sol, ce qu'il faut renoncer. C'est le moment des huiles essentielles, c'est le moment où on fait les conserves, c'est le moment où on fait la vinification. Donc, il y aura peut-être pour ces personnes en abondance des essentiels à garder, des choses à arrêter. Et c'est des décisions qui seront importantes à prendre. Je parle tant au niveau organisation qu'au niveau individuel, bien sûr. Et puis, dans ces passages d'une saison à l'autre, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a du temps qui est nécessaire. Et souvent, beaucoup d'humains veulent que ça aille vite. Et ça prend du temps de passer d'une saison à l'autre. Et c'est une donnée dans le passage qu'il faut accepter. Tout ce temps de germination, d'abondance, de décomposition lente, ça prend du temps. Il y a un autre mouvement qui est lié aux saisons, qui est le fait que pour passer d'une saison à une autre, on a un changement de vêtements à faire. Et parfois, on était au printemps, on avait mis les t-shirts, mais il y a un retour d'hiver. C'est ça aussi qui se passe dans le chaos et dans les passages. C'est-à-dire que l'adaptabilité et le changement de vêtements doit être parfois un peu soudain. Ça fait partie des données. Et on a la même chose de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. Et puis, je dirais que les saisons nous disent aussi, dans ce changement immuable, c'est qu'on ne peut pas les contrôler. Et donc, vouloir contrôler un mouvement qui va se mettre en route n'est pas possible. On a déjà des dirigeants qui veulent augmenter le niveau de contrôle parce qu'évidemment, ils veulent garantir qu'un certain nombre de choses soient faites, etc. Mais c'est parfois une lutte contre un mouvement. Si vous voulez, que vous aimez l'été et puis que vous allez en t-shirt faire l'hiver, il y a des chances que vous preniez froid. Donc voilà, la nature nous enseigne aussi qu'il faut pouvoir avoir confiance à ce mouvement immuable, s'y adapter. Et quand on résiste, ça peut avoir des conséquences. Voilà, donc je peux juste finir par une citation qui m'a beaucoup touchée, qui est celle de l'abbé Pierre, qui dit que finalement, la vie, c'est consentir plus que choisir et c'est dire oui à ce qui se présente. Donc, nous allons tous être communément responsables de nos choix et de nos décisions. Voilà, il y a la notion d'espace qui est importante, de conscience, de flexibilité et puis de confiance fondamentale que le mouvement va se faire et que nous pourrons faire face aux différentes variations climatiques. Voilà, j'en reste là. Super, et merci Fabienne. Jardinière hétéro, c'est tout à fait le cas par rapport à l'intervention que nous venons d'entendre. Donc, quelques mots-clés, un passage, un futur, le pouvoir de choisir, quelle est la décision que je peux et que je veux assumer, et puis les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, avec le temps qui est nécessaire, quels que soient ces choix. Merci beaucoup Flavienne. Et cette transition nous emmène donc à l'intervention suivante, changer de niveau de conscience pour mieux choisir, avec Fabienne. Alors, enthousiaste, entrepreneuse, énergique,
Fabienne est une accoucheuse d'âme. Elle est dans la vie, elle cherche la vie. Je l'ai même entendu dire haut et fort, j'adore apporter de la poésie à la vie. L'énergie, la créativité, la joie d'entreprendre ensemble sont les talents qu'elle allie, telle une visionnaire, parfaitement bien avec convivialité et efficacité. Coach, praticienne élément humain, elle apprécie tout particulièrement la profondeur de l'élément humain, son efficience et son éthique. L'intervention qui va suivre, changer de niveau de conscience pour mieux choisir. Aide-nous Fabienne en tant que dirigeant, entrepreneur, consultant, coach à prendre de la hauteur quant à notre prise de conscience sur nos choix, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. C'est à toi. Merci Claude. Merci, c'est sympa de t'entendre nous présenter avec tant de poésie et de légèreté. Tu me demandes de vous aider à prendre de la hauteur et en fait je vais descendre dans les profondeurs, mais pour mieux monter après peut-être. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est à descendre dans notre terre et suite à ce que vient de nous au voyage auquel vient de nous inviter Flavienne, voilà, prenons conscience en fait que les saisons continuent leur chemin et qu'en fait il y a beaucoup de choses, le chaos est là et c'est un chaos créateur et plein de promesses, mais que peut-être qu'en ce moment, eh bien, c'est notre terre sur laquelle nous avons à nous concentrer, à porter notre attention et c'est ce que je vais vous proposer de faire et de vous donner peut-être quelques clés pour ouvrir notre conscience, pour découvrir qu'elle est très riche, qu'elle comporte justement toutes les informations dont nous avons besoin pour marcher avec confiance et sérénité dans ce chaos. Donc, je voulais reprendre par rapport à ce que disait Flavienne et je vais relier à cette phrase « Jusqu'où voulons-nous saisir et occuper cet espace de choix ?» Donc, c'est à partir de là que je vais vous proposer de nous poser quelques questions, juste d'explorer, de mettre un peu de notre lumière et prendre un peu plus conscience de ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui peut nous ouvrir à nos choix et nous permettre de les assumer et de nous permettre de construire justement avec notre réalité, dont parlait Flavienne aussi, construire avec ce qui est particulièrement en évolution et c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Le concept du choix de l'élément humain est un outil très utile pour naviguer à vue dans la complexité et c'est ce que j'aimerais vous permettre d'entrevoir juste maintenant, sans aller très très loin. Vous nous en excuserez, mais c'est un principe pour l'élément humain qui demande un accompagnement spécifique pour le comprendre et vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien. Voilà, donc l'idée du choix que l'on a commencé à évoquer avec Laurence et Flavienne tout à l'heure, c'est assez irrationnel, c'est assez abstrait. Et certaines personnes s'aperçoivent qu'elles n'ont souvent pas conscience de ce qui motive réellement leur choix. Elles peuvent imaginer qu'elles agissent par instinct, par intuition, mais cet instinct, cette intuition, sont-ils vraiment fiables ? Ils peuvent nous mettre dans des sacrés pétrins quelquefois. Il me faut trouver un moyen de voir ce qui se trame derrière mon choix, ce qui crée peut-être ce que je ressens comme un brouillard, comme une forme d'aveuglement, et car cette ignorance de la façon dont ça fonctionne à l'intérieur de moi va m'empêcher 3 choses importantes. Elles vont m'empêcher de choisir en conscience et donc d'avoir accès aux meilleures informations dont je vais avoir vraiment besoin pour traiter la situation qui m'occupe. Elle va m'empêcher aussi de me connecter à mon intuition, comme un nuage qui m'empêche de me relier et de me connecter au soleil qui est derrière. Ressource essentielle pour naviguer à vue. Et elle va m'empêcher après, par la suite, d'assumer les conséquences directes et indirectes de mon choix. Et d'autres termes, d'assumer ma responsabilité. Et pour les entreprises, la responsabilité est importante. On veut des personnes engagées, responsables. Bien la source et la compétence de responsabilité est reliée complètement à cette capacité à choisir en conscience
à choisir en conscience et d'assumer ce choix. Donc, prenons d'abord un exemple de choix à faire. Vous êtes sûrement dans cette situation, certains d'entre vous, en regardant dans 15 jours, 3 semaines, cette date qui arrive et qui, même si elle est très attendue, devient un peu inquiétante. Enfin, en tout cas, moi, il y a des inquiétudes qui montent un petit peu. Alors, voilà, on va y être. Quel choix je vais faire? Et là, c'est vrai que moi, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas clair. Je me sens un peu perdue par rapport à ça. J'ai beau penser à plein de choses. Cette réalité de demain, je ne peux pas la contacter aujourd'hui. Donc déjà, j'accepte et j'assume que ça sera demain et que ce n'est pas maintenant et que j'aurai les moyens de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Mais il peut y avoir aussi une part de moi, si je suis dirigeant, manager d'équipe, qui veut privilégier justement ce réengagement et la cohésion des équipes au retour, qui veut prendre le temps de les écouter, de les accueillir le 11 mai et les semaines d'après. Parce que c'est important et on s'est rendu compte à quel point les vécus étaient très différents et que si on ne prend pas le temps de s'écouter et de voir ensemble comment on veut avancer, comment on veut peut-être fonctionner différemment, ça risque de créer des problèmes après. Et puis, il y a une autre partie de moi qui veut que tout le monde à son poste tout de suite, dès que possible, qui voit les chiffres des tableaux financiers et qui voit tout ce qui a été retardé, peut-être perdu, et qui veut tenter plus que tout de rattraper ces 2 mois de retard. Nous voyons déjà là qu'il y a 2 motivations intérieures qui rentrent en conflit et cela crée déjà une sacrée confusion. Je vais prendre un exemple d'une équipe dont le patron est dirigé par l'Allemagne, siège social de l'entreprise. Et l'Allemagne, comme vous le savez, est particulièrement stressée actuellement à cause des risques économiques que nous imaginons bien. Et donc, ce patron allemand renforce son command and control, si connu d'Eliette, sur le patron français. Et le patron allemand fait le choix de ne pas protéger son équipe française et de lui mettre une pression décuplée depuis quelques mois. Le patron français répercute sur son équipe française. L'équipe se sent totalement impuissante et ils n'en peuvent plus, mais ils continuent à subir les ordres sans rien dire. L'équipe appelle à l'aide désemparée. J'ai posé la question toute simple, qu'est-ce qui fait que votre leader choisit d'obéir à son patron? Réponse, il est sous pression et il veut protéger son image et son poste. C'était obvious, comme on dit. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de ne rien dire? Là, on arrive de façon un petit peu directe. Et après quelques temps de réflexion, c'est pour nous protéger, pour protéger nos postes, sinon on va les perdre. Et quel est l'impact, à votre avis, de votre attitude à terme? Réponse unanime, la boîte coule si on ne fait rien. Dans cette situation, vous voyez bien que chacun reste dans la peur sans avoir conscience de ses choix ni de l'impact de ses choix. Le burn-out et la démotivation pour l'équipe, le stress engendré par l'acceptation de la pression du patron français, la peur des risques économiques du patron allemand qui endommage en retour l'engagement et la productivité des équipes françaises. La spirale infernale est en place, la boucle est bouclée et ne peut que s'envenimer sans solution. La peur qui règne et cimente toutes les décisions. Vous avez sûrement déjà vécu des situations comme cela. C'est un beau gâchis, je suis sûre que vous l'avez ressenti aussi. Nous voyons dans cette situation que l'équipe n'avait pas conscience de choisir son attitude. Et c'est là que j'aimerais vous amener. Eliette en a parlé, Flavienne aussi. Déjà de prendre conscience que son attitude, sa réaction, ses pensées, on va le voir encore après, nous les choisissons. C'est ce que nous aimerions vous faire découvrir aujourd'hui. C'était évident pour eux que de ne rien dire, de se suradapter et de faire ce qu'on leur demandait de faire, c'était évident que c'était ça. Il n'y avait pas d'autre choix pour eux. Et en se confrontant à leur malaise, en assumant leur réalité et leur peur, ils ont pu prendre conscience qu'ils choisissaient sans le savoir une réaction qui finalement les menait dans le mur d'une façon ou d'une autre. Alors, au lieu de ne rien dire et de laisser s'empirer ces situations, comment je peux me confronter à mon malaise, accepter la réalité
et commencer à construire avec elle en assumant mes choix. Comment je peux me confronter à mon malaise, accepter la réalité et commencer à construire avec elle en assumant mes choix. Et la réalité, c'est ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, ce que j'entends. Ce sont mes 5 sens. C'est tout, rien d'autre. Dans le cas de cette équipe, la réalité, c'était quoi? Une part, je vous en brosse quelques éléments, c'était la peur de perdre son poste pour les équipes, peut-être aussi pour le patron français, des objectifs qui dépassaient leurs ressources, concrets, factuels, tangibles, un profond sentiment d'impuissance, d'incompétence et presque d'abandon. À partir de là, de ces ressentis, de cette prise de conscience, de cette confrontation à cette réalité, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon pouvoir personnel et les ressources dont j'ai besoin pour agir? Le choix se précise là, mais je commence à avoir les moyens de pouvoir choisir. Je me pose cette question, je vous la redis. Qu'est-ce que je vais faire pour récupérer mon pouvoir et les ressources dont j'ai besoin pour agir? Si je me pose cette question, il y a tout un champ d'action potentiel qui s'ouvre. Peut-être que je peux rester coincée malgré tout dans ce choix. Et là, il y a un autre niveau de question que je peux me poser. Est-ce que je peux assumer le fait de ne pas protéger mes équipes pour protéger mon image ou pour me sentir aimée par mon boss? Est-ce que je peux assumer d'aller au burn-out, pas peur d'être rejetée par mon boss? Quand je mets de la conscience sur ma décision à prendre, je peux dire oui, j'assume ou non, je n'assume pas. Et c'est OK comme ça. C'est là encore un chemin qui peut s'ouvrir malgré tout vers une résolution. Je vais vous prendre maintenant un deuxième exemple. Une directrice de banque a choisi de faire travailler son agence pendant le confinement, 40 personnes. Quelle n'a pas été sa surprise de découvrir que les plus jeunes ne respectaient pas du tout les consignes et que 3 personnes avaient été contaminées. Quelles avaient été ses motivations? En revenant sur son choix, sur la façon dont elle l'avait fait, en posant son attention et sa conscience sur ce qu'elle vivait au moment de ce choix-là, elle a pu découvrir que ce qui avait mobilisé sa décision, c'était qu'elle ne se sentait pas compétente pour gérer le travail à distance et qu'elle avait peur de perdre le contrôle et qu'elle avait aussi peur d'avoir des impacts sur les résultats, d'avoir de mauvais impacts sur ses résultats si elle lâchait le contrôle et si elle avait à mettre beaucoup d'énergie sur ce management à distance. Elle aurait pu, en ayant conscience des risques qu'elle prenait et de ses motivations intérieures, chercher des ressources, demander de l'aide, organiser le fonctionnement de ses équipes en concertation avec eux, etc., etc. Comment je peux prendre conscience de mes moteurs cachés pour ouvrir le champ de l'intelligence créatrice de mon écosystème pour trouver les ressources et les réponses dont j'ai besoin, car je ne suis pas seule. Et je n'ai pas à tout réussir tout seul. J'y reviendrai un peu là-dessus. Si je choisis, à partir de mes peurs, je suis dans la réaction, dans mes défenses, je ne vois plus la réalité telle qu'elle est, je peux m'épuiser à me croire responsable de tout et de tout le monde, je me sens sous pression, tendu, anxieux, et le résultat, c'est que mes décisions ont peu de chances d'être appropriées et elles risquent d'être voire même dangereuses. Enfin, avoir un impact négatif. Et pour gagner quoi? Ou pour éviter de renoncer à quoi? Et surtout, pour quel impact? Est-ce que le jeu en veut la chandelle? N'oublions pas que c'est normal d'avoir des limites, que c'est notre condition humaine. On ne peut pas tout savoir, tout contrôler, ni tout assumer. Nous ne sommes pas des êtres tout-puissants. C'est par même notre vulnérabilité que nous pouvons nous relier les uns aux autres et trouver des idées créatives pour nous sortir des situations complexes et périlleuses. Et nous en avons crucialement besoin aujourd'hui. Nous commençons peut-être à entrevoir que le travail que nous avons à faire
pour sortir de nos conditionnements qui appartiennent au passé, à notre histoire, et qui nous empêchent aujourd'hui d'entrer dans la puissance de notre leadership pour faire des choix conscients et responsables. Et ce travail, c'est de porter notre attention, c'est de prendre le temps, c'est de ralentir et de prendre le temps de poser notre attention sur nos peurs, nos croyances, sur ce qui se passe au fond de nous. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si on n'a pas l'habitude, ça arrive très vite. Porter notre attention sur nos peurs, nos croyances et d'éviter ainsi d'être piloté, d'être en pilote automatique sous leur emprise en fait. Alors je vais vous inviter maintenant à commencer à plonger un petit peu à l'intérieur de vous par un voyage intérieur qui va être accompagné par des questions. Si vous le voulez bien, évidemment, vous êtes toujours libre de choisir de répondre aux questions ou de ne pas y répondre. Et donc, je vais vous inviter à explorer l'un de vos choix à la lumière de ce que je viens de vous partager. Voilà, merci Luc pour les questions qui vont vous apparaître les unes après les autres. Donc, je vais vous demander, avant que Luc présente la première question, n'hésitez pas à le noter sur un papier ou sur un Word, tout simplement dans votre tête. Si vous pouviez choisir une situation particulièrement difficile pour laquelle vous avez eu à prendre une décision ces derniers temps. Voilà, vous le notez quelque part, ne vous inquiétez pas, on ne regardera pas et vous n'aurez pas à partager sur vos réponses. Donc, c'est vraiment pour vous. Est-ce que c'est OK? Peut-être que dans le converse, il y en a 2-3 qui peuvent dire OK. Je sais que ça peut être particulièrement long. OK, OK, super, je continue. Première question, quels sont les faits concrets qui ont créé ou qui créent aujourd'hui la difficulté, votre difficulté à prendre cette décision? Quels sont les faits concrets, tangibles, qui participent à la difficulté de cette décision? Rappelez-vous, la réalité, elle est accessible à partir de nos 5 sens. Donc, qu'est-ce que je vois, j'entends, je touche, je ressens, je goûte? Et qui déclenche la difficulté de cette situation. Je vais vous poser la deuxième question. Quelles sont mes interprétations, jugements et projections sur la situation vis-à-vis de moi, des autres et à propos de la situation? Peut-être que vous avez écrit de ces interprétations et de ces jugements dans la première question. Vous pouvez revenir à la première et la nettoyer un peu de vos interprétations et jugements pour les reclasser dans la deuxième question. Nous allons vers la troisième question. Quelles sont mes émotions en rapport avec cette situation? Qu'est-ce que je ressens? Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, de la tristesse. Il peut y avoir de la joie.
Troisième question. Quatrième question. Comment je réagis ou ai-je réagi instinctivement? Est-ce que peut-être que c'était dans l'urgence, dans un contrôle absolu ou radical, peut-être en mettant la charrue avant les bœufs ou en voulant sauver la situation, en me dévalorisant, en cherchant un coupable, etc. C'est très large. Mais peut-être que vous connaissez votre driver interne, car il est souvent très connu par nous-mêmes. Voilà, il nous reste 3 minutes, Fabienne. D'accord, alors je continue. Quel est l'impact de mon comportement sur les autres dans cette situation? Et ça, c'est une question, vous la garderez, vous la soulignerez de toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel. Quel est l'impact de mon comportement instinctif, de l'attitude que je suis en train d'avoir dans cette situation difficile sur les autres et sur la situation? Prendre conscience de soi, c'est prendre conscience de son impact et de l'impact de son comportement. La question derrière, c'est en quoi ce comportement renforce le problème, la difficulté, l'impossibilité à choisir. Enfin, c'est une question que vous pourrez garder pour après. Quelle est la croyance positive qui m'ouvre sur un nouveau comportement et sur de nouvelles ressources? Quelle est la croyance positive que je peux choisir maintenant pour m'ouvrir à un nouveau comportement et qui m'ouvrira automatiquement sur un nouveau comportement et de nouvelles ressources? Par exemple, pour réussir, une croyance que je peux choisir, c'est pour réussir, je dois être moi-même. Ou bien, j'ai les moyens avec mon équipe de trouver la solution de tel sujet. Je vous laisserai continuer à répondre à cette question après, mais vous voyez comment je reboucle avec Eliette qui disait qu'elle s'était reprogrammée. En fait, elle a tout simplement, mais c'est un travail très, très dense et très intense pour elle, reprogrammer ses croyances. Et le reste s'en est suivi avec beaucoup de fluidité. La dernière question que je vous propose de répondre et d'y répondre directement dans le converse, c'est en quoi ces questions éclairent-elles mon choix? Merci de mettre vos réponses dans le converse. Donc, en quoi ces questions que l'on vient de découvrir, sur lesquelles on vient de s'arrêter, de se poser surtout, m'éclairent-ils sur mon choix? Ils te ressentent sur l'essentiel, Diego, tu dis. Merci. Te ramène à tes sensations, Pierre. Elles élargissent mes options. Font découvrir ce qui me bloque réellement. Super. Merci Je peux mieux Fabienne. à l'autre mes besoins. Super. Donc, je voudrais juste terminer. Merci pour ça. Je continue. Donc, j'espère que vous aurez trouvé entrevu l'utilité de prendre le temps d'écouter vos malaises qui vous amènent à vos émotions, à vos sensations et à la réalité de ce qui est en train d'être opéré dans votre situation, car ils sont vraiment votre tableau de bord interne pour naviguer à vue dans la mer tourmentée sur laquelle nous sommes tous embarqués, mais qui nous ouvre à une renaissance que nous espérons, mais que nous allons construire ensemble, j'en suis sûre. Voilà, je termine là avec le mot renaissance qui m'est si cher. Très bien, merci beaucoup.
Alors, nous vous transmettrons ensuite sur l'espace du site de l'association à la fois l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi les quelques outils ou grilles de questions de Fabienne sur la prise de conscience. Nous avons retenu le tableau de bord qui nous permet de prendre conscience, les pensées que nous choisissons, assumer ses choix et accepter ses choix. Merci infiniment pour cette renaissance. Et maintenant, nous allons faire le lien entre le choix et le comportement que nous avons en tant que dirigeants, consultants, entrepreneurs, coachs, le comportement que nous avons eu pendant le confinement, le comportement que nous allons avoir au moment du déconfinement, que ce soit au niveau des dirigeants ou des équipes. Le choix et le comportement que nous avons, c'est avec Axel Massot. Alors Axel, elle apprend. Elle aime apprendre et elle est sans cesse stimulée par l'apprentissage et les connaissances. Alors, c'est ce qui l'inspire au quotidien et qui lui a permis de développer une activité professionnelle de formatrice depuis près de 20 ans. Enthousiaste, dynamique et altruiste, elle fait partie de la communauté des praticiens éléments humains auxquels elle ne peut s'empêcher d'allier de la Gestalt tout en appliquant les concepts de l'élément humain. Alignée, en cohérence, elle vit l'élément humain dans toute sa splendeur et c'est à ce titre qu'elle va nous présenter la notion de choix par rapport au comportement. Alors, je suis dirigeante, Axel. Quel est le comportement à avoir en tant que dirigeant? Quel est le comportement à avoir avec mes équipes? C'est à toi. Merci Claude et bonjour à toutes et à tous. Alors, donc on est en 1952 à l'US Navy. L'US Navy connaît des problèmes et 50% des équipes sont et pour la Navy que ce problème de performance est lié à la compatibilité entre les individus qui composent l'équipe et cette compatibilité, donc compatibilité de carrière, génère des tensions relationnelles et des dysfonctionnements au niveau de la communication. Il va travailler 2 ans avec ses équipes et il va en sortir ce qu'il a appelé la théorie traduite par l'orientation fondamentale des relations interpersonnelles. Et c'est de ce premier travail qu'ont découlé la théorie des 3 dimensions du comportement de l'élément humain, modélisé dans l'élément humain, qui sont l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Alors, je vais vous les détailler et je vais vous faire un lien avec vos préférences et les choix que vous pouvez y faire et un lien avec vos collaborateurs et vos équipes. Et je Axel, oui. Axel, s'il te plaît, Oui. il y a de gros soucis techniques, donc je vais te demander de te rapprocher de ton micro ou de mettre des écouteurs. Alors, dans les à côté de moi. Te rapprocher du micro, l'élément humain, c'est aussi la flexibilité, donc de parler doucement, de faire attention. Peut-être aussi tous se mettre en vidéo, peut-être qu'on a un souci de bande passante au niveau de la connexion. Donc, pendant l'intervention d'Axel, je vous propose qu'on enlève nos vidéos tous pour voir si le son est beaucoup plus et de meilleure qualité. Merci à vous tous. Tu reprends? On teste. Allez, c'est parti, Axel. La dimension de l'inclusion déjà. Alors, l'inclusion dans l'élément humain, ça désigne les contacts et les liens que les personnes vont avoir entre elles. C'est recevoir de c'est pas audible à nouveau.
Rien. Vous entendez rien? Alors, attendez. Mets des écouteurs, Axel, essaye avec des écouteurs. Ouais, je vais en chercher 2 secondes. Sinon, recule ton ordinateur. Je serais partant pour qu'on teste sans sa vidéo. Comme ça, si c'est un problème de liaison, ça sera peut-être beaucoup plus facile. Juste pour tester. Merci Olivier, oui. C'est peut-être pas ça, c'est facile à faire comme test. Donc peut-être que je vais demander à Eliette là de nous dire si ces 3 dimensions de la relation, en attendant Axel, inclusion, contrôle, ouverture, c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau des équipes, Eliette? Oui, donc effectivement, je peux que confirmer que ça fait partie de 3 éléments qui sont essentiels. En tout cas, de ma propre expérience, c'est ce que j'ai réussi à mettre en œuvre. Ça demande effectivement des tests, d'ailleurs de ne pas réussir tout le temps. Et en même temps, sans ça, je vois mal comment on peut avancer, et en particulier dans les temps actuels. Donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure et le plaisir de pouvoir vous parler un petit peu d'expériences concrètes que j'ai pu mener. Et puis, je vois que Axel est de retour, donc on va voir si elle arrive à nous délivrer le message. Axel ? Merci. Merci infiniment. Axel, nous te proposons de couper ta vidéo et de continuer ton intervention. Elle n'entend pas. Non. Ça y est, j'entends. Ah, Vous super. m'entendez ou pas? Ah, super là, super. C'est bien là? Ah, c'est très bien. super. Alors, j'ai pas du tout entendu ce que vous aviez fait pendant mon absence. Je suis vraiment désolée, j'avais les écouteurs en bas. C'est à toi maintenant, tu continues, vas-y. Je continue? Ok, très bien. Allez, l'inclusion. L'inclusion donc désigne les contacts et les liens qu'entretiennent les personnes entre elles. Nous avons tous besoin de recevoir de l'attention, d'interagir, d'appartenir à des groupes, d'être uniques aux yeux des autres, de nous sentir uniques, de nous sentir intéressants pour les autres et de nous sentir importants. Notre besoin individuel varie en fonction de notre histoire, notre vécu, notre personnalité, nos environnement familial, environnement professionnel, et là où nous en sommes de notre vie ici et maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder, déjà de conscientiser quels sont vos besoins. Donc, pour vous aider, pour vous y aider, vous pouvez regarder si vous avez une préférence en inclusion élevée ou une préférence en inclusion basse. Une préférence en inclusion élevée, ce sera quelqu'un qui aimera avoir beaucoup de contacts, côtoyer beaucoup de monde, sortir souvent, avoir un job où il rencontre beaucoup de personnes, être entouré, faire partie de groupes. L'inclusion basse, c'est-à-dire ma préférence basse en inclusion, ce sera si je suis plutôt solitaire, j'aime bien les réunions en petit comité, j'aime bien sortir mais pas trop, j'aime bien les endroits où il n'y a pas trop de monde. Vous voyez, et puis entre les deux, bien évidemment, vous avez la préférence moyenne. Alors, ce qu'il faut savoir avec Schutz, c'est que ça n'est ni bien ni mal d'avoir une préférence élevée ou basse en inclusion. Ce qui est important, c'est de le savoir. C'est utile pour vous de savoir quelle est votre préférence en matière d'inclusion pour pouvoir la conscientiser et savoir si ce que vous vivez en matière d'inclusion dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement personnel vous rend heureux, si ça vous fait du bien. Si la réponse est non, ça ne me rend pas heureux, j'y suis pas si bien que ça, eh bien là, ça va être l'heure de choisir autre chose. Donc, ça va être qu'est-ce qui ne me convient pas dans les choix que j'ai faits en matière d'inclusion, dans mon environnement professionnel, dans mon environnement familial. Est-ce que
j'ai trop d'amis, pas assez d'amis. Vous voyez comment vous pouvez articuler votre conscientisation et vos décisions en l'amour. Voilà, ça c'est pour l'inclusion. La dimension du contrôle, elle, désigne les relations de pouvoir, d'autorité et d'influence que les personnes vont nouer en elles. Alors pareil, on a tous des besoins individuels différents en matière de contrôle, qui sont liés à notre histoire, à notre personnalité, à notre étape de vie ici maintenant et à nos différents environnements. Vous pouvez avoir une préférence élevée en matière de contrôle si vous aimez décider, diriger, manager des équipes, gérer des projets, piloter, avoir des responsabilités. Et puis, vous avez une préférence plutôt basse en contrôle si vous aimez faire partie du mouvement, appliquer des décisions, vous laisser guider, ne pas avoir trop de responsabilités. Encore une fois, il n'est ni bien ni mal d'avoir une préférence élevée ou basse en contrôle. Ce qui est essentiel, c'est de savoir où se situe votre préférence et s'il y a une adéquation entre ce que vous vivez en matière de contrôle et vos besoins en matière de contrôle. Alors, par rapport au choix, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que le choix fait partie intégrante de la dimension du contrôle. Quand vous choisissez, vous vous situez à un niveau élevé dans la dimension du contrôle. Et donc, pareil, vous allez regarder vos choix en matière de contrôle et décider si vous les confirmez ou si vous en choisissez d'autres. Voilà. En matière d'ouverture, la troisième dimension de l'ouverture, l'ouverture désigne le degré d'intimité et d'ouverture que je vais avoir avec les autres. M'ouvrir à l'autre, ça signifie lui confier, lui parler de mes émotions, de mes besoins, de mes ressentis, c'est en fait savoir dire de soi à l'autre. On est dans l'ouverture quand on arrive à se rencontrer avec l'autre, parce que je lui dis de moi et l'autre me dit de lui. Et là, on se rencontre. Se rencontrer au sens la rencontre de l'autre dont on parle beaucoup en Gestalt. Pareil, nos besoins individuels en ouverture varient selon notre histoire. Vous connaissez maintenant. Vous pouvez avoir une préférence élevée en ouverture parce que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir des relations profondes avec les autres, qui n'avait pas trop de difficultés à parler de vous, à parler de vos émotions, de vos ressentis, de dire vos besoins, faire des demandes, aller dans un certain niveau d'intimité relationnelle avec l'autre. Et puis, vous pouvez être quelqu'un qui a une préférence basse en ouverture, c'est-à-dire c'est un petit peu difficile pour vous de parler de vos émotions, de parler de vous, et vous préférez avoir un degré d'intimité plutôt limité avec les autres. Vous pouvez aussi choisir de varier, et là c'est le choix dans l'ouverture, vous pouvez choisir de varier les niveaux d'ouverture que vous allez avoir avec les personnes que vous côtoyez. Bien souvent, on modère notre ouverture dans notre milieu professionnel parce que on ne va pas aller directement dans des relations intimes avec des relations professionnelles. Et puis, on est peut-être plus dans l'ouverture dans notre cercle personnel et familial. En tout cas, le choix dans l'ouverture, il est vraiment en one-to-one, entre guillemets, c'est-à-dire que comment je vais choisir d'être ouvert avec cette personne-là, dans cet environnement-là, à ce moment-là. Voilà ce que je peux vous dire sur l'ouverture. Alors maintenant, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est inclusion, contrôle, ouverture dans les équipes et dans l'entreprise. Alors, je vais vous faire la vie d'une équipe. Si vous prenez l'exemple d'une création d'équipe, vous avez d'abord à sa création, l'équipe, vous allez lui poser un socle. Ce socle, ça va être l'inclusion. Vous allez laisser un temps, un vrai temps, une période d'inclusion à votre équipe pour qu'ils puissent nouer des liens, prendre contact entre eux, s'accorder de l'attention, se considérer, trouver leur place. L'objectif de l'inclusion dans une équipe, c'est que chacun puisse trouver sa place dans le groupe. Sinon, ça se jouera dans la dimension du contrôle, et dans la dimension du contrôle, on n'est pas là pour ça. Donc, il faut vraiment poser le socle avec l'inclusion. Donc, c'est la phase de constitution de l'équipe et la constitution des liens. Ensuite, la dimension du contrôle,
pour les équipes, c'est le temps où, comme ils ont eu leur phase d'inclusion et qu'ils ont créé des contacts, des liens qui commencent à se connaître, ils vont pouvoir commencer à bien travailler ensemble. On est sur la phase de l'activité, du déploiement de l'activité. Donc, chacun va pouvoir prendre des responsabilités, exprimer ses compétences au potentiel. On va ensemble gérer des projets, résoudre des problèmes, prendre des initiatives. Donc, on est vraiment dans l'activité. Et puis, petit à petit, on va pouvoir glisser vers l'ouverture. L'équipe va glisser vers l'ouverture. Et c'est pour ça que c'est la troisième dimension, l'ouverture, parce que les deux premières mènent à l'ouverture. On ne peut pas aller dans l'ouverture directement, c'est pas envisageable, c'est pas concret. L'ouverture est amenée parce qu'il y a eu avant de l'inclusion et du contrôle. Et l'ouverture, c'est le temps où l'équipe se connaît suffisamment bien et a suffisamment fonctionné ensemble pour qu'elle puisse se dire les choses, où chacun puisse s'exprimer. On va pouvoir réguler, on va pouvoir gérer nos conflits, on va pouvoir exprimer nos demandes, on va se faire des feedbacks. Donc, vous ne pouvez pas demander à une équipe d'être dans l'ouverture si elle n'est pas passée par le contrôle et si elle n'est pas passée par l'inclusion. Pour ça, j'ai deux petits exemples qui peuvent vous aider à bien à bien comprendre l'enchaînement de ces phases. J'avais travaillé pour un grand hôpital qui avait plusieurs sites qu'il avait réunis en un site. Et 2 ans plus tard, un cadre d'équipe me dit mon équipe fonctionne mal, on fait le boulot et c'est pas fluide. Et puis au niveau relationnel, il y a plein de conflits. Puis il y a des clans, il y a le clan de l'ancien site X, le clan de l'ancien site Y et le clan de l'ancien site Z. Et puis bon, ils se parlent, mais juste pour le travail, le climat n'est vraiment pas sympa. Et ma première question a été est-ce que vous avez fait de l'inclusion? Quand vous les avez réunis sur le même site, avez-vous fait de l'inclusion? Et la réponse a été bah oui, on les a présentés les uns aux autres et puis bon, bah voilà, on leur a dit de bosser ensemble. Et donc, ça signifie qu'ils n'ont pas fait d'inclusion. Faire de l'inclusion, c'est pas bon, bah vous vos prénoms, puis maintenant vous allez commencer à fonctionner ensemble. C'est l'inclusion, c'est consacrer un temps réel, une vraie phase, le temps qu'il faut pour pouvoir permettre aux gens de créer des liens pour qu'ils puissent correctement travailler ensemble, puis après être dans l'ouverture. Et un autre exemple, si vous vivez des réunions peu efficaces et que vous n'avez pas en main ces dimensions de l'inclusion, contrôle, ouverture, un petit secret, c'est que souvent la réunion, on passe directement en contrôle. C'est-à-dire que au mieux, on prend un petit café de manière informelle avant la réunion, et puis chacun s'assied autour de la table et on attaque l'ordre du jour. Alors que ce qu'il faudrait, c'est consacrer une inclusion officielle, cadrée au niveau temps. Il ne s'agit pas que chacun raconte sa vie, mais chacun peut dire un mot, une phrase. Juste ça, c'est cadré par l'animateur, mais c'est le temps d'inclusion où chacun trouve sa place dans cette situation qui a un début, un milieu, une fin, qui est cette réunion. Même si vous vous êtes vu 2 heures tout à l'heure au restaurant d'entreprise ou si vous avez fait une inclusion au café ce matin. Il faut un temps par événement, par situation. Donc, essayez, vous verrez. Et en matière d'inclusion, ça peut être très court. Ça peut être quel est votre état d'esprit par rapport à cet ordre du jour que l'on va traiter aujourd'hui. Ça peut être, moi j'aime bien les inclusions appréciatives, comme qu'est-ce que vous avez vécu de positif durant la semaine dernière. Et chacun dit un élément positif et ça met déjà un autre état d'esprit sur la réunion. Voilà. Alors, pour les dirigeants présents, vous pouvez vous poser la question, quel choix est-ce que j'ai fait pour mon entreprise en matière d'inclusion, en matière de contrôle et en matière d'ouverture? Et je peux aussi vous laisser réfléchir à quel choix vous allez faire en matière d'inclusion, contrôle, ouverture en sortie de confinement. En sortie de confinement, en inclusion, vous pouvez tout à fait, quand vous allez récupérer vos équipes, vous pouvez leur consacrer une matinée, je vous le conseille, consacrer une matinée où vous les réunissez et où vous parlez du confinement. Alors, vous pouvez créer quelques chapitres de discussion avec des sujets, mais que chacun parle de ces 2 mois d'expérience de confinement, de télétravail, sous plusieurs angles. Puis, vous pouvez leur demander ce qui a été plaisant, positif, ce qu'ils en ont retiré et ce qui a été un peu plus difficile. En matière de contrôle, en sortie de confinement, vous pouvez tout à fait leur demander quelles idées, quelles réflexions vous sont venues pendant
ce télétravail et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre, mettre en application, créer aujourd'hui au retour. Donc ça, c'est votre phase contrôle. Et en phase d'ouverture, vous pouvez les inviter à être dans la même pièce et à marcher dans la même pièce et aller se rencontrer. Il n'y a pas d'obligation, on est vraiment sur la notion du choix, mais aller se rencontrer. Chacun va rencontrer qui il a envie. Il n'est pas obligé chacun n'est pas obligé d'aller rencontrer tout le monde. Et d'aller lui dire quelque chose, par exemple, écoute, nos instants de golade à la machine à café du matin m'ont manqué, ou tu m'as manqué, ou on a bien bossé en télétravail ensemble et j'ai découvert ça de toi. Vous voyez, ce serait de l'ouverture en sortie de confinement qui pourrait être un bon capital de retour pour vos équipes. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'essayer de mettre en application, enfin d'intégrer, d'ancrer un petit peu ce que je viens de vous dire en le portant sur le plan plus personnel. Alors, donc, Axel, juste avant de passer à la phase mise en application au sous-groupe et dans les salles, il serait bien, parce qu'on n'a pas entendu le début tout à l'heure, difficile de recommencer compte tenu du timing, mais si tu devais résumer en 3 minutes inclusion, contrôle, ouverture en lien avec le comportement, qu'est-ce que tu dirais pour les dirigeants, entrepreneurs et coachs, formateurs qui sont là? Inclusion, c'est les contacts et les liens que nouent les gens entre eux. Contrôle, c'est l'activité, les relations de pouvoir, d'autorité, d'influence et puis tout ce qui va être autour de notre activité. Et l'ouverture, c'est notre capacité à entrer dans un degré choisi d'intimité avec l'autre dans les environnements différents. Très bien, merci. Allez, nous enchaînons. Avec l'activité ou tu l'enlèves? Tout à fait, oui. Ok, on la laisse alors. Je suis désolée pour les problèmes techniques. On avait testé avant, mais il est inédit celui-là. Alors, en sous-groupe, on vous propose de réfléchir aux choix que vous avez faits pendant cette période de confinement et de crise. Alors, pour les dirigeants d'entreprise présents, on vous propose de réfléchir aux choix stratégiques pour votre entreprise que vous avez pu déjà faire, que vous avez peut-être déjà réfléchi. Pour les autres qui ne sont pas dirigeants d'entreprise, quel choix pour votre vie professionnelle ou votre vie personnelle vous avez déjà fait, ou vous avez peut-être une esquisse de ces choix en tête, et comment vous imaginez pouvoir les déployer dans la dimension de l'inclusion, dans la dimension du contrôle et dans la dimension de l'ouverture. Voilà, et donc pour ce partage qui j'espère vous sera profitable et agréable, nous vous proposons d'être en sous-groupe. Alors, coach, je te laisse indiquer le timing et la logistique. Alors, oui, d'un point de vue donc, du timing, Sophie va lancer les sous-groupes. Questions clés, les consignes sont dans le chat. Donc, c'est parti pour les sous-groupes. Nous allons demander aux praticiens, éléments humains, aux coachs qui se trouvent dans les sous-groupes de bien vouloir faire la synthèse. Et ensuite, au bout de 10 minutes, vous reviendra donc en grande salle et vous mettrez la synthèse dans le chat, synthèse du groupe. Donc, on va vous demander de faire le point, de choisir, de faire le point sur des choix que vous avez en ce moment ou que vous avez eus, et d'indiquer, d'échanger ensemble pendant 10 minutes sur comment vous avez géré ces choix en termes d'inclusion, de contrôle ou d'ouverture. C'est parti, Sophie, en régie pour les sous-salles de comité. Ouais, on n'a pas eu le choix. Alors, c'est aussi ce que nous voyons dans ces outils numériques, c'est que voilà, timing is timing. Nous devons, en termes de comportement, voilà, travailler un petit peu le contrôle pour la gestion du temps. Et c'est vrai qu'il faut l'emmener, nous devons vraiment l'amener avec des mots parce que le rapatriement est parfois quelque peu difficile humainement parlant. Nous espérons que vous avez eu suffisamment, en tout cas, de temps pour échanger. Peut-être que le rapporteur et la personne qui a animé le groupe peut mettre les mots-clés du groupe. Alors, nous apprenons aussi parce que c'est une première pour nous tous.
Et c'est vrai qu'en termes de timing, avec les soucis techniques tout à l'heure, nous avons un peu de retard sur la gestion du temps. Nous avons encore 2 intervenants. Et voilà, je ne voudrais pas, en tant que maître de cérémonie, chef d'orchestre du temps, vous faire trop dépasser en termes de fin de webinaire. Donc, nous apprendrons pour le prochain. Donc, merci à vous tous de donner quelques mots-clés, en tout cas des échanges qui se sont passés dans le groupe. Et nous avons retenu, en tout cas en termes de choix, le lien entre choix et comportement et choix et inclusion, contrôle, ouverture. Merci Axel. Et nous enchaînons avec l'avant-dernière intervention de Jean-Pierre Testa. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je présente maintenant Jean-Pierre. Une émotion personnelle, car il a été, outre l'un des meilleurs managers rencontrés depuis quelques années pour moi, mais il a été surtout un manager humble, profondément humain, qui m'a éveillé à la méthode élément humain avec délicatesse et conviction, volonté et persuasion, et une intégration aussi de ces concepts clés en lien avec le management et son expertise de management transversal. Intègre, aligné sur ses valeurs, empathique, Jean-Pierre Testa est formateur, coach, consultant, manager au sein de la grande maison Ségos depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, Jean-Pierre est malade. Il fait preuve d'une ouverture digne de Will Schutz pour nous parler, au vu de la dimension du comportement des peurs qui peuvent apparaître dans les équipes au moment du confinement et du déconfinement. C'est à toi, Jean-Pierre. Oui, vous m'entendez là? Oui. Bon, j'ai beaucoup entendu la notion de peur à travers les différentes interventions que vous avez faites, et je souhaiterais mettre l'accent sur plus particulièrement les peurs. Mais avant, je souhaiterais vous poser 2 questions. Alors, hop. Problème technique. Problème technique. Mais je pense que Luc peut partager l'écran au niveau PowerPoint de Jean-Pierre. Oui. Alors, les 2 questions, voilà, tu peux faire défiler. Qu'avez-vous décidé quand la décision de confinement a été prise? Et qu'avez-vous décidé de faire après le confinement? Et je vous propose que, en particulier les entrepreneurs, managers, répondent à cette question. Alors, un appel de Jean-Pierre au niveau des dirigeants, entrepreneurs et managers pour des commentaires dans le chat. Oui. Alors, il y a des réflexions. Pour l'instant, pas de commentaires. Donc, peut-être des réflexions individuelles. Agir, ne plus rester en attente. Prendre le temps de réorienter. Rituel d'inclusion. Oui. Décider de faire au mieux en premier en accord avec ma conscience. Choisir de créer un groupe WhatsApp autour de leur vécu pour échanger en confinement, puis les retrouver pour partager autour de leurs émotions, leur laisser le choix de répondre. Oui. Continuer les rituels, nous dit Eliette. Avancer, créer des rituels d'équipe. Isabelle, en faire quelque chose de positif. Bertrand, travaille sur les outils informatifs, les sujets de fond, les formations. Sylvie, j'ai décidé de protéger, aider les autres au mieux et positiver. Alors, je te laisse enchaîner, Jean-Pierre.
Oui. Alors, Axel a posé la question de l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Je souhaiterais aller plus loin. C'est le slide suivant. À travers les… Will Schutz a défini les 3 peurs personnelles, à savoir la peur d'être ignoré, d'être insignifiant et qui renvoie à l'inclusion. Et ce qui se passe, c'est que si je suis rigide, je vais avoir une position basse, soit sur l'inclusion, soit sur le contrôle, soit sur l'ouverture. On va voir ça ensemble. La position basse, c'est d'être dans le retrait alors que je souhaiterais aller vers les autres. La position haute, c'est à 8-9, c'est l'envahissement. Quelqu'un qui monopolise la parole, par exemple, est dans l'envahissement. Sur la peur d'être humilié, d'être incompétent, ça renvoie au contrôle. Et en l'occurrence, la peur, la rigidité en position basse, c'est la passivité. Donc, le fait de ne pas s'autoriser à dire des choses, ou alors, hop, la peur de l'autocratie renvoie à un comportement autocrate. Alors, je vous donne des exemples. C'est recruter des gens compétents, mais pas trop quand même. Et puis, la peur d'être rejeté, d'être sympathique, pas antipathique. Soit je ferme les écoutilles et je suis dans la fermeture, soit j'ai appelé ça sensiblerie, c'est le chauffeur de taxi, vous êtes dans inclusion faible et vous prenez un chauffeur de taxi et en 30 minutes, vous avez droit à sa vie, son œuvre et les détails de sa vie. Alors, comment s'en sortir c'est le slide suivant. J'ai fait une métaphore avec le contour de la relation. Le contour de la relation, c'est soit je suis en zone rouge et j'accélère tout de suite et ça va avoir des conséquences sur la consommation, sur mon état de vigilance et sur l'usure de ma voiture. Je vous encourage à ne pas me l'acheter. Ou alors, je suis en zone verte et ça va avoir des conséquences sur la consommation, sur l'état de vigilance. Je peux conduire le coude à la portière et sur l'usure de ma voiture. Alors, je vais vous présenter 2 outils qui sont opérationnels, à savoir les niveaux d'écoute et les niveaux d'ouverture.
en étant dans la zone rouge au niveau 1, 2 et 3, je ne vous entends pas, vous avez tort, permettez-moi de vous dire, je rends l'autre responsable de la décision que j'ai prise. Pour amener l'autre en zone verte, ça suppose d'avoir des comportements de niveau 4 et de niveau 5. Le niveau 4, c'est dites-moi en plus, donc c'est inviter l'autre à en dire plus. Et le niveau 5, c'est, si j'ai bien compris, donc c'est reformuler donc, quand je suis dans une situation qui m'amène à ne pas avoir conscience de ma peur, ça peut être intéressant d'être au niveau 4 et au niveau 5. Le slide suivant. De la même manière, les niveaux d'ouverture, vous voyez que les niveaux d'ouverture en 0, 1, 1 et moins 1, 0 et 1 sont soit je suis inconscient de ce qui se passe, je ne sais pas, soit je dis mais je ne répète pas, je sais des choses mais je ne dis pas, et je fais le lien avec la réunion dans laquelle j'ai des choses à dire mais je ne les dis pas, soit je suis dans l'accusation, le blâme, et voilà. Passer de la zone rouge à la zone verte, c'est passer au niveau des ressentis. Voilà ce que je ressens vis-à-vis de vous. C'est passer au niveau des explications, c'est parce que, et donc je fais le lien avec les faits qu'évoquait Fabienne tout à l'heure, et ça peut suffire à son plaisir. Et puis, en fonction du niveau de confiance que j'ai dans l'autre, ça peut être de faire part de son impression, voilà l'impression que j'ai en te voyant, et éventuellement les peurs personnelles correspondantes. Alors, c'est les niveaux d'ouverture à soi et les niveaux d'ouverture à l'autre. Donc, ça veut dire que le chemin qui est à faire est un chemin individuel. Et ensuite, il y a le choix de dire à l'autre quel est le niveau d'ouverture que j'ai. Donc, en résumé, alors, en résumé, Jean-Pierre, et en 2 minutes, parce que nous courons après le temps, si tu devais résumer par rapport au confinement pendant et après, pour conclure. Le confinement, moi, ce que j'ai identifié, c'est le télétravail. Donc, le télétravail, la délégation et le fait de remettre en place des rituels d'inclusion. Le télétravail, ça correspond à sous quelle forme, à quelle fréquence, en sachant que les gens ont été
livrés à eux-mêmes. Mm. La délégation, l'autonomie, c'est remettre en place un projet fédérateur et gérer ses peurs. C'est ce qu'on vient de voir là, en l'occurrence. Voilà. Mais les peurs de l'après-confinement. Merci infiniment, Jean-Pierre. Donc, nous retenons les niveaux d'écoute et les niveaux d'ouverture et passer de la zone rouge à la zone verte. Un bel outil permettant une meilleure communication à la fois des dirigeants et puis dans les dialogues avec les collaborateurs en équipe, au niveau des managers et aussi, bien évidemment, dans la gestion des conflits. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire le lien maintenant et je vais demander à Eliette de reprendre la main dans un temps plus court, Eliette, pour finalement quel choix pour l'organisation. Nous avons entendu énormément de concepts clés tout au long de ces interventions. Finalement, dans cette organisation, quelle transformation pour l'entreprise selon la méthode élément humain et quel témoignage par rapport à ça? Merci Claude, effectivement, je vais faire vite pour tout le monde. Et du coup, j'aimerais vous laisser sur des notes positives en parlant de danse et de rituels. Alors, pourquoi la danse? Tout simplement parce qu'on a évoqué l'inclusion et que dans mon entreprise, lorsqu'on parle d'inclusion, on utilise souvent une image qui est de dire il y a une différence entre inviter des gens venant d'horizons différentes à une fête et l'inclusion, c'est justement la capacité à les aider à tous danser ensemble dans cette fête. Donc ça, c'est l'image qu'on utilise le plus souvent. Et pour les rituels, justement, on en a plusieurs et ça reprend ce qui a été expliqué tout à l'heure par Jean-Pierre. On a 3 niveaux en fait de travail avec soi, avec les autres et entre nous. Donc je vais utiliser des mots anglais parce que tout simplement chez Cisco, ces rituels-là ont une présentation anglaise. Donc le premier niveau, c'est le power of me, la puissance de soi et comment on travaille sur soi-même. Le deuxième niveau, on appelle ça le power of us, donc notre puissance à nous. Et là, on parle par exemple d'une équipe. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le power of teams. Donc, c'est les organisations avec les différentes équipes et comment on travaille les interdépendances entre ces équipes. Typiquement, ce qui a été mis en place pendant le confinement, c'est la capacité à avoir ces rituels en mode télétravail virtuel. Je l'ai fait avec mon équipe et ça a été justement une occasion d'aller vers la partie transparence, ouverture, dans lequel les gens ont pu se dévoiler, puisqu'on peut imaginer que toute la période, on va dire avant le confinement, on était plutôt dans la partie donc inclusion et puis contrôle. Et dans cette partie-là, en fait, on a travaillé justement sur comment on vivait le confinement, qu'est-ce qu'on voyait avec le confinement, et effectivement, on a parlé de nos peurs, de nos craintes et comment aller au-delà. Je dirais que j'ai la chance d'être dans une entreprise où, pour continuer sur les rituels, on a des rituels qui existent déjà avant le Covid et que l'on va sans doute, c'est sûr, continuer à utiliser d'autant plus après le confinement. Donc typiquement, Cisco a été élu d'ailleurs pour une innovation de ressources humaines sur une plateforme digitale, d'ailleurs une autre, qui s'appelle le check-in. Et en fait, le check-in, c'est tout simplement le collaborateur qui va chaque semaine faire part à son manager, en l'occurrence moi, de ses émotions. Et alors, il va dire, par exemple, voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est ce que j'ai aimé cette semaine dans ce que j'ai fait dans mon travail, c'est ce que j'ai détesté cette semaine de ce que j'ai fait dans mon travail, et ça, c'est l'aide dont j'aurais besoin de toi en tant que manager pour aider à être encore mieux dans mon travail la semaine suivante. Et donc, c'est très intéressant puisqu'on ne travaille plus sur la dimension du contrôle qui est effectivement les tâches, l'organisation du travail, les processus, les dynamiques d'équipe au sens routine du terme. On est vraiment dans une relation de one-to-one où on essaie de se mettre à la place de son collaborateur. Le collaborateur nous donne d'ailleurs les billes pour pouvoir le faire et ça nous permet de continuer dans cette partie-là. D'autre part, après, c'est peut-être la culture américaine dans laquelle ma société évolue versus une culture que je dirais plus française. J'ai de la chance où, quand on parle de développement de soi, du développement des organisations, on parle de jouer sur ses forces et pas de travailler sur ses faiblesses. Donc, j'aimerais vous laisser sur cette note-là parce que jouer sur ses forces, c'est justement intégrer tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Et je pense que cette période de confinement, elle permet justement de
réaliser pour chacun d'entre nous, quelles sont nos forces et comment on peut les utiliser au mieux, au service de soi et des autres. Voilà, merci Claude. Très bien, merci infiniment pour cette intervention qui clôture bien le webinaire. Donc là, je vous propose, pour les plus courageux, de terminer le webinaire à 20h15 précise. Alors, est-ce que certains ont des questions, des interrogations pour les personnes qui sont là? Alors, n'hésitez pas, soit en levant la main, soit directement au sein du chat. Alors, des questions qui peuvent être des questions à quelques intervenants, à Eliette, à certains praticiens qui veulent bien répondre aussi. Il y a Karine Pavard qui a levé la main tout à l'heure. Très bien, Karine, c'est parti. À toi, si tu es encore là. Je lui ai posé la question tout à l'heure et oui, elle n'avait pas de demande apparemment. D'accord, donc hop, j'ai baissé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une ou deux questions? Non, a priori, il n'y a pas de questions. OK. Sûrement une certaine digestion de tout ce qu'on a entendu et de ces belles interventions. Merci à vous tous. Donc, moi, je voudrais vous proposer de finir avec vous et de conclure via une déclusion digne de ce nom, dans la joie, ensemble, ce webinaire. Et pour cela, donc, je vais vous demander un de mots-clés qui serait le résumé de ce temps partagé ensemble dans le chat, ou pour les plus agiles, une image qui pourrait représenter ce que vous avez entendu, véhiculé, voilà, digéré tout au long de ces interventions, ce que vous en retenez. Une image qui serait la synthèse de ce premier webinaire, une première pour l'Association française de praticiens éléments humains. Alors, des mots-clés, on entend une bonne piqûre de rappel, bien utile dans cette période. Partage d'expérience, des dessins, des jolis dessins de Pascal, Christelle qui a retenu la musique et les 4 saisons de Vivaldi, des remerciements. Énergie et ouverture, merci Nathalie. Oui, énergie et ouverture dans ces périodes de crise et de complexité. L'importance des saisons, la vie, c'est consentir plus que choisir. Humanité, reliance, belle congruence, éléments humains. Super, merci Sophie. Diane, ouvert, dynamique, motivant, merci. Un ballon d'oxygène avec un ouf souriant écrit dessus. Marie-Jo, super. Pascal, être dans le flux avec confiance. Les rituels comme outils de lien, très professionnel, merci Barbara. Quelques mots sur ce que vient de dire Eliette aussi sur les rituels, la danse, le pouvoir de toujours rebondir grâce à l'ouverture à l'autre, des mots-clés extrêmement intéressants. Sylvie, merci pour ces partages. Lionel nous dit l'humain au centre, le principal. Oui, agissons ensemble, tant au niveau des dirigeants que des praticiens éléments humains, des coachs, des consultants, des formateurs, tous à notre niveau, pour mettre encore plus d'humains au sein des organisations publiques ou privées. Moi, j'y crois profondément et je sais tous que nous sommes reliés aujourd'hui. Une douce manière de nous ramener à la conscience sans culpabiliser, Eva. Bravo à la technique, oui Lucille, avec quelques soucis et nous ferons encore mieux la prochaine fois. Espace de choix entre stimulus et action, un outil qui mérite d'être connu dans ces rituels à nouveau. Merci pour vos partages. Remettre des mots sur toutes ces impressions, pas facile à gérer dans le monde. Profondeur et espoir, gratitude, oui. Une pensée aussi pour les malades de ce monde avec le Covid-19 et tout ce qui se passe dans ce monde au niveau de l'humain. Nathalie nous dit envie de plus, donc on continue grâce à vous. Et puis à refaire et se retrouver. Oui, merci, merci beaucoup à vous tous. Alors, il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes pour clôturer ensemble. Si vous avez envie de thématiques spécifiques, merci de bien vouloir nous indiquer
les thèmes, hein, vos thèmes de prédilection, vos choix de thèmes pour les prochains webinaires hein, de l'association. Nous sommes à votre disposition et ça peut être un lieu d'échange avec des dirigeants, un lieu de communication et d'ouverture entre nous. Espoir et envie, je lis aussi, plus de détails sur l'inclusion dans le milieu professionnel et les moyens de les mettre en œuvre dans différents contextes. Très bien. Donc, ce que nous allons faire pour information à tous, nous allons synthétiser cela sur une landing page, à la fois l'enregistrement de l'émission, mais aussi les points clés, vos questions, les outils sur un PowerPoint et tous ces éléments seront à disposition sur un espace qui vous est dédié et vous serez prévenus par mail si vous avez envie de récupérer les PowerPoint, voilà, d'écouter l'enregistrement, etc. Laissez-nous un petit peu de temps pour construire tout cela et ça vous permettra d'échanger, de diffuser, d'en profiter pour communiquer auprès de vos clients et prospects. Voilà, notre webinaire se termine. Je souhaiterais vraiment qu'il se termine en beauté. Donc, je vous propose vraiment un grand au revoir dans la joie avec des sourires humains et profondément humains de l'élément humain. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci aux intervenants. Merci Eliette. Merci Jean-Pierre pour ton ouverture. Merci à tous. C'est grâce à vous. Et à une prochaine. Merci à l'équipe. C'était super. On va faire plein de webinaires, plein. Merci à tous. Merci à l'équipe qui a organisé de rester en ligne pour qu'on puisse partager tout ça. Ok, on vous quitte. Au revoir. Merci. Merci à vous et belle semaine humaine et lumineuse. Merci. Au revoir. Au revoir. Attends.